Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invitée est la journaliste Maureen Bajac. J'écrivais des 5-6 ans, des petites nouvelles que je tapais à l'ordinateur, que j'ai imprimées, que je reliais et que je lisais à ma sœur avant de dormir. Donc de ce côté-là, c'est vraiment une évidence depuis toujours. Depuis que j'ai créé ce podcast, j'ai l'habitude d'interroger mes invités sur l'épineuse question des réseaux sociaux. Certains vous diront qu'ils détournent une partie du public de la lecture, d'autres qu'ils sont un instrument indispensable de sa promotion. Pour Maureen Bajac, ma consoeur journaliste à LCI, c'est bien simple, sans les réseaux, elle n'aurait jamais écrit son premier livre, Je vous écris de Kaboul, qui paraît chez Albin Michel. Tout commence à l'été 2021. Maureen intervient à l'antenne de la chaîne Info depuis l'aéroport de Roissy, où se posent les avions en provenance d'Afghanistan. Un jour, elle reçoit un message de Khatera Amin, militante des droits des femmes, terrifiée par le retour des talibans au pouvoir. Elle a vu les images de la journaliste sur Twitter et elle lui demande de l'aide. C'est le début d'une correspondance presque quotidienne et d'une amitié qui a donné naissance à un ouvrage aussi instructif que poignant. Bonjour Maureen Bajac. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Maureen ? Bien sûr, avec plaisir. Parce que on est collègues de rédaction, moi à la rédaction de TF1 Info, toi à LCI TF1. Les gens te connaissent pour les grandes affaires criminelles que tu couvres régulièrement sur les antennes. C'est ça. Il y a quelques mois, quelques années, on t'a vu aussi à l'aéroport. Ouais. Et c'est un peu le point de départ de ton livre, Je vous écris de Kaboul. Raconte-moi comment tout est né. Alors, pas tout à fait sur le tarmac de l'aéroport, mais ça a créé une situation un peu exceptionnelle à l'origine de ce livre. Explique-nous. Oui, c'est vraiment le point de départ, ce moment où je suis sur le tarmac de Roissy pour faire des duplex pour ces premiers avions, ces évacués d'Afghanistan. Tout le monde attend cette image, cet avion qui va atterrir et délivrer enfin des centaines de personnes qui étaient bloquées dans ce pays depuis la chute de Kaboul. Et là, je fais des duplex, quoi. Je fais mon métier habituel sans penser que ça va prendre une tournure assez extraordinaire. Et en fait, à l'autre bout du monde, en Afghanistan, quelques jours plus tard, il y a une jeune Afghane qui va voir ses duplex tourner sur les réseaux sociaux et qui va m'envoyer un message en me disant voilà, je suis activiste pour les droits des femmes, je suis coincée à Kaboul et ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est là le début de notre histoire ensemble. Alors, présente-moi cette jeune femme. Alors, elle s'appelle Khatera Amin, elle a 28 ans, elle est activiste pour les droits des femmes et son combat, c'est vraiment de restaurer la paix dans son pays, les droits de son peuple et surtout des femmes. Elle travaille pour le centre de recherche militaire de Kaboul, elle est très engagée, elle a eu une carrière sportive, elle a fait partie de la première équipe féminine de football d'Afghanistan, donc vraiment, elle est hyper moderne, quoi. Finalement, elle ressemble à beaucoup de jeunes femmes de notre époque et vraiment, c'est son combat, sa vie est dédiée à ces engagements-là, quoi. Et sa vie va basculer en quelques instants au retour des talibans. Au départ, tu as un peu un doute sur elle. Enfin, tu as besoin de vérification parce que tu te dis, c'est fou, quoi. On m'écrit depuis l'Afghanistan sur les réseaux. Après tout, sur les réseaux sociaux, on trouve tout et n'importe quoi. Et cette jeune femme, tu as besoin de vérifier qui elle est vraiment. Oui, c'est ça. Et puis, on a le réflexe de journaliste de se dire pourquoi elle m'écrit, dans quel intérêt. Moi, je la vois pas, je la sens pas. Donc, je peux pas avoir mon instinct quand je rencontre vraiment une personne. Donc, je préfère vérifier, lui poser un maximum de questions. J'envoie même un ami qui est là-bas la rencontrer. Voilà, c'est normal. Et puis, tout ce qu'elle me raconte est tellement fou que je peux pas prendre le risque de diffuser des choses et de l'interviewer si elle me raconte n'importe quoi. Et c'est pas le cas. Tout de suite, ça fait vibrer une corde en toi. Je dis pas que ça même remet en question même ta vocation de journaliste. Tu es une jeune journaliste encore, Maureen. Malgré tout, ça te parle, cette histoire. Ouais, on n'est pas insensible parce que même si on est journaliste, au-delà de ça, on est tous citoyens, humains. Moi, une femme, donc c'est des combats qui me parlent. Et puis là, en fait, elle me parle d'humain à humain. Il y a une telle urgence dans ce qu'elle me dit. Elle court vraiment après la vie avec la mort aux trousses. Donc tout ça, on peut vite s'identifier. Et puis surtout, elle a 6 mois de plus que moi. C'est vrai qu'on n'a pas la même
même couleur de peau, la même langue, la même religion. Et pourtant, il y a des thèmes universels qui font qu'évidemment, cette Corse sensible, elle va me parler, quoi. Des choses qu'en tant que femme, on a toutes vécues, on s'est toutes senties à un moment humiliées, rabaissées par rapport à notre genre. Donc évidemment, tout ça, c'est universel. Et ce qui fait que j'ai de suite pas l'impression de parler à une Afghane à 6000 kilomètres de moi, mais rapidement presque à une sœur, quoi. Toi, tu as une sœur pourtant. Oui, 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 j'ai une sœur, mais je sais le lien indestructible et très fort que c'est, et elle aussi a des sœurs avec qui c'est très fort, donc il y a rapidement ce sentiment de sororité, en tout cas entre nous. Qu'est-ce que tu connais de l'Afghanistan quand les talibans reprennent le pouvoir? Beaucoup de gens, beaucoup de téléspectateurs, d'auditeurs, de lecteurs de presse ont l'air de tomber un peu des nues à l'époque. Oui, bien sûr. Bah, moi, je connais pas grand-chose à l'époque parce que c'est pas ma spécialité. Je connais ce que dit la télé, ce que disent mes confrères qui sont sur place à ce moment-là et qui font ça très bien. Mais moi, c'est pas du tout ma spécialité et je suis pas du tout prédestinée à faire ça. Donc, je connais pas grand-chose, quoi. J'ai les bases comme tout le monde, mais pas plus. Et en fait, c'est vraiment elle à travers son regard. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous les jours, en fait. Travers la grande histoire, on a envie d'avoir la petite et de comprendre ce que vivent vraiment ces gens, ce qu'ils ressentent, et c'est comme ça qu'elle va m'accrocher. La réalité qu'elle décrit, elle te surprend de jour en jour, elle te choque, elle t'écœure parfois? Ouais, elle va beaucoup me choquer. En fait, on se rend compte qu'en quelques secondes, elle a tout perdu de ses repères, sa vie, ses amis, son travail, ses loisirs, tout s'arrête. Donc évidemment, c'est très choquant pour nous, et puis il y a une violence inouïe dans ce pays qui est très très choquante envers les femmes notamment, mais envers les enfants, enfin vraiment comme elle le dit dans le livre, c'est des humains de seconde catégorie. Donc oui, c'est très très choquant cette violence, ces mariages forcés. À 12 ans, les jeunes filles là-bas, elles ont déjà vécu tout ce qu'il y a de plus terrible qui peut arriver dans la vie d'une femme. Donc évidemment, ça me choque et ça me bouleverse beaucoup. Ce qui est étonnant en découvrant son témoignage au fil des pages, c'est qu'on se rend compte qu'elle a grandi, qu'elle était adolescente dans un Afghanistan qui semble aller vers le progrès, puisque comme tu l'as dit, elle joue au foot adolescente, elle travaille pour le gouvernement. C'est une féministe qui participe à des débats et qui tient tête aux garçons. À aucun moment, quand elle est adolescente et quand elle rentre dans la vie active, elle n'imagine que ça va basculer comme ça. Oui, c'est ça qui est d'autant plus injuste, c'est que déjà, elle grandit plus ou moins à partir de 9 ans à Kaboul, donc forcément, c'est la capitale, c'est un peu plus progressiste, même si sur certains points, il y a encore beaucoup de choses à faire à cette époque-là déjà. Mais c'est ça qui est d'autant plus injuste, c'est qu'il y a la présence des Américains, que tout est fait pour qu'il y ait plus de liberté, qu'on restaure la paix de ce pays, son indépendance, sa force. Donc elle grandit avec plein de rêves, et on va mettre tout ça dans ses bagages et lui confisquer en quelques secondes. Donc c'est ça qui est vécu de manière d'autant plus injuste. Après, elle a une personnalité, une rébellion, une irrévérence en elle qui fait que elle n'a pas peur, et que déjà avant qu'il revienne, elle fait beaucoup de choses qui sont risquées. Mais oui, c'est ça qui est d'autant plus injuste et difficile à vivre, c'est qu'on les a biberonnés à cette liberté. On leur a montré tout ce qu'ils pouvaient avoir et tout ce qu'on essayait d'avoir pour eux. Donc tout leur retirer, c'est hyper difficile à vivre. C'est quelqu'un qui est plutôt de la classe moyenne, voire classe dirigeante, n'est-ce pas? On aurait pu imaginer au début, on imagine elle et sa famille vont pouvoir quitter l'Afghanistan, puisqu'elle a une partie de sa famille qui est aux États-Unis. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Ils n'ont pas réussi parce qu'il y avait beaucoup de... En fait, c'était le chaos, quoi. Donc, elle va à cet aéroport, elle est au milieu de ces gens qu'on voit, cette foule qui attend. Et en fait, il y a trop de monde, trop de désorganisation. Elle lance plein de bouteilles à la mer, mais en fait, il aurait fallu partir avant. Et l'ambassade a évacué des semaines avant beaucoup de personnes, beaucoup de militants. Si elle était partie avant dans ces flots-là, si elle s'était manifestée avant, certainement qu'elle aurait pu partir. Mais sur ce moment-là, c'est trop le chaos pour qu'elle réussisse à partir. Et encore une fois, ce qui distingue les gens qui vont partir des autres, c'est soit la chance, ce qui arrive malheureusement, ce qui à ce moment-là de l'histoire n'est pas son cas, soit avoir des papiers, et elle n'a pas de green card, elle n'a pas tout ça, ce qui fait que son frère aîné, lui, va pouvoir partir puisqu'il a ça pour les Américains, et c'est pas son cas. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est quelqu'un qui effectivement a un niveau d'éducation supérieur aux autres, qui est l'avenir de son pays, et c'est ça qui la rend encore plus en danger.
tout fait d'elle une cible. Elle est tout ce qu'il déteste. Elle est éduquée, sportive, féministe. Elle n'est pas mariée, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant. Elle est l'antithèse de la femme afghane, en fait, dans ce qu'ils veulent en tout cas en faire. Donc oui, tout ça fait d'elle une cible. Toute sa personnalité, tout ce qu'elle incarne est contraire à eux. Alors, ce qui est intéressant, et qui pourrait presque donner un jour qui pourrait même transformer ton livre votre livre, toutes les deux en fiction, c'est que vous entamez une discussion via les réseaux et qu'elle s'insinue un peu dans ta vie quotidienne, puisqu'en fait, tu as des messages un peu à n'importe quelle heure. Quand à la télévision, il y a une explosion à l'aéroport, on vient d'en parler, tu t'inquiètes pour elle. Elle est avec toi en permanence, avant même que tu aies entendu le son de sa voix. Oui, c'est ça. En fait, elle prend une petite place au début avec ses messages, puis ça devient quotidien, et puis il y a les appels, il y a cette inquiétude, cette angoisse, et de suite, même si elle n'est pas là physiquement, en effet, l'une et l'autre, on est là chacune dans nos vies, et on s'installe ensemble. Donc oui, il y a cette omniprésence qui est assez folle, et même si je l'ai jamais rencontrée, serrée dans mes bras, et pour moi, je l'ai déjà rencontrée parce qu'elle est déjà présente dans ma vie, et elle a déjà une part très importante. Alors ça paraît une évidence comme ça, mais puis bon, on est là pour ça. Mais il y a un livre. Un matin, c'est toi qui te dis. Et si on écrivait, enfin, tu racontes votre discussion dans le livre. J'aimerais bien qu'on écrive un livre ensemble. Comment t'es venue l'idée? Au bout de 3 mois de discussions qui sont devenues presque quotidiennes, je me dis, je peux pas garder ça pour moi. Tout est fou, tout est dingue. Si ça résonne en moi, ça doit forcément résonner en quelqu'un d'autre. Et puis surtout, il y a une urgence vitale à écrire ce livre parce que elle est menacée. Il y a des jours où pendant 72 heures, je n'ai pas de nouvelles et je me dis tout peut s'arrêter là. Et en fait, sa voix ne doit pas s'arrêter là. Donc moi, c'est un gros moment de doute pour moi parce que je sais pas si je suis capable d'écrire ce livre parce que c'est mon premier livre. Et je me dis que j'ai pas le luxe de douter parce qu'elle a pas ce privilège-là. Donc, c'est elle qui me donne beaucoup de force à ce moment-là. Et je me dis, OK, bouge-toi, vas-y, fais-le pour elle. Et puis, fais-le pour toutes les autres femmes, pour ce que ça va inspirer et ce que ça va faire résonner aussi chez les lecteurs. Raconte-moi un petit peu comment est née la forme du livre. C'est un récit à 2 voix, hein, vous vous succédez à travers un même chapitre. C'est des tranches de vie de l'une de l'autre. C'est des discussions entre vous deux. Comment vous avez un peu conçu ce projet à 4 mains à distance? En fait, il y a beaucoup d'autobiographies déjà, de femmes à l'international qui nous racontent leur vie. Là, l'idée et l'originalité du livre, et ce qui fait aussi que je fais un pont entre les lecteurs occidentaux qui connaissent pas ce pays et qui sont peut-être moins intéressés par ça, on pensait de suite que la force, c'était aussi notre amitié et cette relation. Donc, ce qui est assez fou dans ce livre, c'est qu'en gros, on a 3 mois d'avance sur l'écriture de ce qu'on a vécu. Donc moi, on commence à écrire ensemble en ayant 3 mois derrière nous. Mais en fait, le livre, il s'écrit et l'histoire, elle s'écrit au fur et à mesure qu'on va la vivre. Donc c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on va ajuster, écrire ensemble, alors qu'on n'a pas tout vécu et le livre s'écrit au fur et à mesure des mois, sans qu'on sache vraiment ce qui va lui arriver, ce qui va m'arriver, comment cette relation, elle va progresser. Donc tout est inattendu, tout est imprévu. Ça pousse beaucoup à lâcher prise. Et c'est ça un peu la magie du livre, c'est qu'on va vraiment le vivre comme une aventure ensemble, quoi. Elle est semée en danger en parlant avec toi. D'ailleurs, dès que vous discutez sur les réseaux, elle efface les messages, que ce soit les messages écrits ou les messages audio. Dans ces conditions-là, est-ce qu'il y a pu avoir vraiment un aller-retour entre vous deux du manuscrit? Oui, bien sûr, tout est validé. Elle a tout lu. On a évidemment tout traduit pour elle. Elle a tout validé. Mais c'est aussi ça qui m'a poussée à écrire parce que elle prend des risques tout le temps pour faire porter sa voix. Donc c'était vital de l'écrire. Est-ce qu'elle se met en danger en écrivant ce livre? Bien sûr. Ouais. Elle prend un risque immense en l'écrivant, même si aujourd'hui, il paraît pas dans son pays. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, on en parle beaucoup. Oui, donc forcément, elle prend d'énormes risques, mais pour elle, c'est son combat. Ça vaut même plus que sa vie, c'est aussi ce qu'elle dit dans le livre. Donc oui, elle prend des risques, mais tout ça est mesuré, réfléchi et assumé. Raconte-moi, Maureen,
Quand cette histoire commence, à travers ces échanges par SMS, est-ce que tu en parles à tes collègues, à tes chefs à la rédaction? Raconte-moi. J'en parle pas du tout. Ah oui? En C'est fait, ton secret? ouais, c'est un peu mon jardin secret à ce moment-là. Je vais donner son contact puisqu'elle fait une interview pour TF1 à ce moment-là pour le 20h. Et après, c'est vrai que j'ai l'habitude, en fait, avec les personnes que j'interviewe, de prendre des nouvelles parce que c'est difficile de les laisser, qu'ils nous donnent toujours une part d'intimité d'eux. Donc, pour moi, c'est normal de prendre des nouvelles, plus ou moins avec les personnes. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et, et donc, j'en parle pas. C'est très vite mon jardin secret. Et j'ai l'impression, en fait, que les gens comprendront pas. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à zapper, entre guillemets, que les sujets, l'actualité se succèdent et qu'on prend ces tornades à chaque fois et qu'il faut rebondir, passer à autre chose. Donc, j'ai pas l'impression qu'à ce moment-là, je serai comprise sur ce qui se passe vraiment. Et en fait, c'est tellement dur et c'est tellement lourd à porter. Et moi, je prends aussi ces flots d'angoisse, même si ça n'a rien à voir avec elle, que, en fait, j'ai du mal à le partager. Et la seule manière aussi de le partager et de m'en délivrer, entre guillemets, ça va être l'écriture. Donc, même pendant l'écriture du livre, il y a très peu de personnes qui sont au courant que j'écris ce livre. Je choisis les mêmes mots, mais ça ressemble presque à une sorte d'histoire d'amour secrète, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a une forme de clandestinité dans ce qu'elle fait et dans ce que je fais aussi. Mais oui, en effet, il y a... Mais c'est bien parce que du coup, tout est intense et tout est dans le livre, en fait. Il n'y a rien d'autre qui a été évaporé autour de moi, de ce que j'ai dit. Tous les mots, ils sont là. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si, je comprends très bien. C'est vraiment ça, quoi. Donc, et en fait, il y a des moments où, dans notre métier, moi, je fonctionne comme ça, où c'est plus difficile d'en parler que d'écrire. Et là, l'écrire, c'était plus facile que de le partager avant, sur le moment, avec d'autres personnes. Et quand tu vas voir les éditeurs, tout de suite, ils répondent présent? Il y a un intérêt assez rapide. Après, sur le côté amitié et écriture à deux voix, c'est ça qui fait un peu plus tiquer. En fait, c'est autant l'originalité que le doute pour les éditeurs sur ce format-là. Ouais. Mais ça va être assez rapidement une évidence avec une éditrice que je vais rencontrer, où je vais vraiment avoir un coup de cœur pour son travail et où elle va comprendre tout de suite les valeurs qu'on veut mettre dans ce livre. Mais c'est ça qui est assez fou dans cette aventure, c'est que les étoiles se sont vraiment alignées. C'est que des rencontres avec Katera. C'est une rencontre incroyable avec mon éditrice. On s'est vraiment senti entouré de femmes qui ont compris ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait dire. Et c'est vraiment une aventure commune. Parle-moi un petit peu de toi, Maureen, parce que finalement, tu te racontes un petit peu dans le livre, mais beaucoup moins qu'elle. Et évidemment, on va dire que tu n'as pas une adolescence aussi tourmentée que la sienne. Malgré tout, voilà, toi, tu es journaliste à TF1 depuis combien d'années maintenant? Ça fait 5 ans que je travaille ici. Ça fait 5 ans, oui. Mais tu es encore une jeune journaliste. Ouais. C'est une de tes premières rédactions? Oui, c'est une de mes premières rédactions. Je suis passée un petit peu par France Télé avant. J'ai travaillé pour BFM TV, un petit peu pour M6. Mais c'est vraiment ma maison de cœur ici qui m'a fait grandir et qui m'a donné les opportunités d'avancer, de faire du reportage, ce que j'aime le plus. Donc oui, je suis très attachée à cette rédaction et c'est vraiment eux qui m'ont donné les opportunités pour évoluer. Depuis quand tu as envie de faire ce métier? Moi, je pourrais le dire à peu près, mais... depuis presque toujours. Ouais. Parce que, et surtout, l'envie d'écrire, c'est depuis que je sais écrire, tout simplement. Parce que j'écrivais des 5-6 ans, des petites nouvelles que je tapais à l'ordinateur, que j'ai imprimées, que je reliais et que je lisais à ma sœur avant de dormir. Donc, c'est vraiment ce côté-là, c'est vraiment une évidence depuis toujours. Tu pensais pas que ça prendrait cette forme-là, ton premier livre un jour? Totalement. T'as eu d'autres idées peut-être avant? Oui, j'ai eu d'autres idées, mais j'ai pas eu l'idée qui fait qu'on se dit, ok, là, on va vraiment faire quelque chose qui est indispensable, quoi. Et là, je pense qu'ensemble, on a vraiment senti que ça nous dépassait, qu'il y avait quelque chose de plus grand à faire et des valeurs qui nous dépassaient et qui allaient percuter tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on l'a fait et c'est pour ça que c'est cette idée qui fait qu'aujourd'hui, je deviens officiellement auteur, quoi. Ça te ramène aussi aux raisons de faire ce métier à l'origine, un projet comme celui-là? Oui, bien sûr. Ça te rappelle, on est dans un univers de médias où tout va très vite, où on passe d'un sujet à l'autre, on a du mal à s'attarder sur les choses. Parfois, pour les journalistes et pour le public, il y a parfois une perte un peu de sens. Là, le métier de journaliste a repris tout son sens pour toi.
Oui, Enfin, je sais pas s'il l'avait perdu, mais non, bon. Non, mais c'est vraiment le cas. Et ça, j'en parle un peu dans le livre, mais c'est ça. En fait, ça m'a rappelé vraiment l'essence même de notre métier, c'est-à-dire les rencontres, prendre du temps, essayer de comprendre, de mettre en avant des combats, d'en dénoncer, de tisser ces liens, de trouver les bons mots, la bonne forme. C'est l'essence même de ce pourquoi on fait ce métier. Donc oui, ça m'a rappelé. Et en plus, on sortait d'une période Covid où on a repensé aussi notre métier, comment on le faisait avec des Skype à distance en se protégeant. Et en fait, on a mis beaucoup de distance avec les gens qu'on interviewait pendant cette période-là. Et là, il y a énormément de distance puisqu'il y a plus de 6000 km qui nous séparent. Et pourtant, il y a une vraie proximité que j'ai retrouvée aussi grâce à elle, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre, il questionne aussi les réseaux sociaux, encore plus depuis que Elon Musk a racheté Twitter. Les réseaux sociaux, et Twitter en particulier, sont mis en accusation. On considère qu'ils sont responsables de tous les maux, de la tension, de la montée de tension dans la société. Votre histoire avec Katera, il rappelle aussi le printemps arabe où des jeunes témoignaient sur les réseaux. Et en fait, ce livre-là, sans les réseaux sociaux, cette histoire, votre rencontre, elle n'existerait pas. Donc c'est le bon côté des réseaux, non ? Oui, et comme toutes les avancées technologiques, il y a toujours le pire et le meilleur. Mais là, c'est vrai qu'à travers notre histoire, c'est un peu le meilleur. Et tu parlais du printemps arabe, mais en effet, les réseaux sociaux, c'est pas pour rien que nous aussi, on nous appelle le 4e pouvoir. Pour moi, c'est presque un 5e pouvoir parce que c'est une toile où tout le monde, à la même échelle, va pouvoir dénoncer, clamer, montrer des images qui choquent en faisant faire le tour de la planète. Donc, c'est un pouvoir hyper fort et elle le comprend et c'est pour ça qu'elle l'utilise aussi. Donc, oui, il y a le pire, mais il y a aussi le meilleur. Et en effet, ça peut soulever des foules, faire traverser des images. Donc, tout ça est hyper important et peut vraiment être des tournants de notre histoire, je pense. Mais c'est vrai qu'en ce moment, quand on parle des réseaux, quand on demande à un expert son avis sur les réseaux sociaux, tout le monde considère que c'est le mal absolu. Donc, il faut un peu tempérer les choses pour ces gens-là. La preuve, c'est qu'en plus, son compte, il est piraté à plusieurs reprises. Et c'est pas pour rien. C'est parce que le pouvoir, les talibans savent qu'elle est dangereuse. Oui, et puis tout le monde s'en sert. Eux, ils s'en servent pour la hacker, ils s'en servent pour géolocaliser les personnes. Donc, ça reste une super avancée, mais il faut toujours s'en méfier. Et elle s'en méfie. Donc, tout le monde s'en sert à ses propres intérêts. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'il manque aujourd'hui une vraie médiation, entre guillemets, un vrai contrôle, une vraie réglementation, même s'ils améliorent ça tous les jours. Mais nous, par exemple, sur les faits divers, des fois, on a des images qui circulent, qui sont terribles et qui sont pas supprimées. Donc, oui, nous, c'est le bon côté de l'histoire. Le bon côté. Ouais. Tu n'es pas allé là-bas. Est-ce que c'est complètement exclu ? Qu'est-ce qui t'en empêche vraiment aujourd'hui ? Ce qui m'en empêche, c'est le travail et c'est sa sécurité. Ouais. Aujourd'hui, d'y aller, c'est trop la mettre en danger. Encore plus maintenant que le livre a été fait. Ouais. Donc là, on attend. C'est une discussion qu'on a beaucoup eue ensemble. Et elle n'a pas très envie que je vienne tout de suite parce que elle me protège beaucoup et que même si on a écrit ce livre ensemble, elle continue de me protéger de la violence de son pays. Donc pour l'instant, c'est pas exclu. Et moi surtout, j'ai envie de la serrer dans mes bras le jour où elle sera vraiment libre. Donc idéalement, le rêve absolu, c'est de la rejoindre à un aéroport, à une frontière et lui dire c'est bon, c'est fini, il y a une autre histoire qui commence et tu vas pouvoir continuer de lutter, mais en sécurité pour toi, quoi. Est-ce que le livre pourrait l'aider à partir d'Afghanistan ? Si les pouvoirs publics s'en saisissent, et si... tu as des contacts, Maureen ? Oui. Alors, des contacts, attention, mais oui. On a eu la chance d'avoir un entretien avec David Martinon, qui était donc l'ambassadeur de France en Afghanistan, qui nous a aidés, qui nous en a parlé, qui nous a donné des pistes. On a la sœur de Katera qui va venir très certainement en mai rencontrer Catherine Colonna et Isabelle Rome. Tout ça est en cours, donc c'est pas tout confirmé. La sœur qui est aux États-Unis. Oui, exactement. Pour rencontrer les ministres. Donc ça, on essaye évidemment à travers son histoire qui est très forte, de pouvoir en parler et saisir les personnes qui ont encore un peu de pouvoir. Mais même eux, c'est difficile d'organiser des évacuations. Il n'y a plus aucune présence française là-bas. Donc pour l'instant, c'est compliqué. Pour moi, pour l'instant, le livre la met plus certainement en danger que ne va l'aider. Ouais. Mais on essaye de faire pencher la balance dans l'autre sens.
Donc ça t'a fait un peu peur à un moment donné quand même le projet? Ouais, bien sûr, on se pose la question. C'est un livre de... un peu brûlant quoi. Oui, c'est totalement brûlant. On prend des risques à chaque fois. Et même dans sa vie et dans ce qu'on veut raconter, elle se rend à certains moments dans plein de lieux où ça va être compliqué pour elle. Donc, il y a des moments où je lui dis, il faudrait peut-être aller là, qu'est-ce que t'en penses? Et au final, ça se passe pas très bien, où je me sens hyper coupable. Sans tout révéler. Mais donc oui, c'était plus de risques pour l'instant que d'opportunités pour elle. Tu as envie d'écrire un autre livre maintenant que tu es lancé? Oui, forcément, j'ai plein d'envies. Ouais. Après, ça, comme on l'a dit, ça reste un livre assez personnel au final. Ouais. Je pensais pas mettre autant de moi dans un premier livre, mais elle l'a fait, donc c'était aussi à moi de prendre ce courage-là. Mais forcément, ça ouvre d'autres portes. Après, là, j'ai beaucoup donné et j'ai besoin de savourer et de fêter déjà celui-là avant de me lancer dans autre chose. Mais oui, forcément, ça me donne plein d'autres rêves et elle m'offre un peu de rêver aussi à travers ce livre-là, quoi. Le podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». C'est une question que je pose à tous mes invités à un moment donné, souvent à la fin. Est-ce que, oui, Maureen, pour toi, lire ce livre, ça peut rendre les gens plus heureux, malgré certaines horreurs qu'elle décrit? Ouais, je pense. C'est le but en tout cas, c'est de les inspirer, de leur donner de la force, du courage, de dire à certaines femmes, vous voyez, en fait, c'est possible, malgré toutes les barrières que vous pouvez rencontrer dans votre vie, il peut y avoir des moments d'espoir, de joie, de lumière, malgré toutes les horreurs qu'elle vit, en fait, elle est pas blasée, elle est pas en colère, elle est pas rageuse, pas du tout, en fait, il y a toujours de la lumière en elle et il y a toujours beaucoup d'espoir, donc j'espère que ça va inspirer les gens, leur donner de la force et du courage. Moi, ça m'en a donné beaucoup. Ouais. Ça m'a vraiment bouleversée et je pense profondément changé. Donc, je suis sûre que ça peut rendre aussi les gens heureux et ça peut leur faire se rendre compte des chances en fait qu'ils ont aussi tous les jours. Et j'espère qu'elle va les inspirer, vraiment. Moi, elle m'inspire tous les jours. Merci beaucoup, Maureen, pour ce moment. Et puis à bientôt alors. Merci, à bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode du podcast « Les gens qui lisent sont plus heureux » avec Maureen Bajac. Je vous invite à le partager, à le faire écouter et bien sûr à découvrir son livre avec Katera Amin, Je vous écris de Kaboul, qui paraît chez Albin Michel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.